bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Ondine Darocha, je travaille à la ville de Strasbourg. Je vais essayer de compléter, parce que j'ai trouvé très intéressant l'intervention de mes collègues, et je pense que je vais pouvoir, par rapport aux questions qui ont été posées, pouvoir apporter des réponses, ou en tout cas par rapport à ce que nous on a fait sur ce sujet-là, et alimenter la réflexion par rapport aux questions qui ont été posées. Je raconte une petite histoire parce que la question de la précarité menstruelle à la ville de Strasbourg, elle a été un petit peu mise sur le devant de la scène, projetée de manière un peu fortuite. On était en 2021, donc début du mandat. Mes collègues de la gestion des déchets avaient lancé une initiative qui s'appelait Zéro déchet et avaient proposé une délibération au Conseil de l'Eurométropole pour la question aborder la question du déchet, de la protection menstruelle. Donc le sujet, c'était de dire, voilà, il y a une étude qui dit qu'une femme durant sa vie va utiliser à peu près 14 000 protections périodiques, et ça fait à peu près 150 kilos de déchets. Et donc elle propose du coup une subvention de 30 € aux habitants de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole pour l'achat de protections lavables ou réutilisables, donc des culottes menstruelles, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative, mais du coup ça fait buzz, ça a vraiment fait un énorme buzz, et du coup mes collègues se sont retrouvés tout d'un coup avec énormément de demandes. Donc ça, c'était en novembre 2021. Et en avril 2022, elles décident de stopper le dispositif parce qu'elles avaient multiplié par 7 le budget. Et elles sont arrivées à 4000 et quelques demandes. C'était une expérimentation. Elles n'imaginaient pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais en tout cas, cette action a permis un débat en conseil municipal. Et déjà, le sujet de la précarité menstruelle était déjà un peu sur le devant de la scène, avec les études qui disaient effectivement que plus de 4 millions de personnes, aujourd'hui à peu près 7 millions de personnes, subissent la précarité menstruelle. Alors qu'est-ce que la précarité menstruelle ? C'est le fait de ne pas pouvoir acheter ou en quantité suffisante des protections périodiques. À partir de là, on s'est réunis, alors ça c'était donc Eurométropole. La ville de Strasbourg a demandé à ce qu'on travaille sur le sujet. On a fait une forme d'état des lieux en disant, en gros, qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là ? Donc on a découvert que le monde de l'université travaillait déjà là-dessus, mettait à disposition, faisait déjà des actions sur ce sujet-là. Nos collègues de la région avaient déjà installé dans beaucoup de lycées des distributeurs de protection d'hygiène. Les collèges, ils étaient en cours de réflexion sur le sujet. Et puis il y avait nous. Donc nous, on se dit, qu'est-ce qui nous reste en fait ? Et du coup, on a décidé de concentrer notre action sur les personnes, sur les femmes seules, les femmes accompagnées, ou les femmes à la rue, ou les femmes hébergées. D'essayer de se concentrer vraiment sur ce type de population. On avait une vue large de toute façon, mais notre cible principale a été celle-là. La vision de la ville et de l'Eurométropole sur ce sujet-là était de faire un peu un 360, c'est-à-dire de se poser la question les questions de la santé, la question écologique, puisqu'on a été rentré par ce sujet, la question sociétale, le tabou, et la question de la solidarité avec les personnes effectivement qui ne sont pas en capacité d'acheter ou en quantité suffisante des protections pour leur cycle menstruel. Et du coup, on a eu cette logique de dire il faut qu'on travaille sur cette double aspect, grand public, et puis vous verrez, on a essayé aussi de se concentrer sur l'équité territoriale, parce que finalement, quand on a étudié un peu cette histoire de dispositif de 30 €, on a vu qu'il est parti dans plein de quartiers, mais pas forcément dans tous les quartiers de Strasbourg. Et que finalement, beaucoup de personnes ont profité de ce dispositif, mais pas forcément les personnes qu'on visait. Donc du coup, on a eu ce souci, et parce que moi, je suis chef de projet en équité territoriale, c'était aussi un de mes soucis qu'on essaye de voir, de répartir cette politique publique sur tous les quartiers de Strasbourg et de l'Eurométropole. Donc moi, j'étais ville, donc j'ai bossé sur la ville, et mes collègues des déchets ont travaillé sur la logique Eurométropole, mais tout ça, c'est complémentaire.
Ce qui est important sur ce sujet-là, et du coup ça fait un peu lien avec ce qui a été dit avant, c'est le réseau, c'est le partenariat. Sur des sujets comme ça qui sont tabous, s'il n'y a pas une logique de réseau, chacun qui fait un petit bout en fonction de sa compétence, de son appétence, de sa formation, etc., on y arrive moins bien. Donc je pense que s'il faut dire un truc très important sur la question de la précarité menstruelle et de tous ces sujets autour, c'est vraiment le réseau. Je pense que ça c'est important. Chacun quelque part peut contribuer à lutter contre le tabou des règles et peut aussi apporter finalement sa pierre à l'édifice. Moi, sans un partenariat, donc là j'ai cité la commission égalité de la ville de Strasbourg, c'est dans la lutte pour le droit des femmes, c'est vrai que ce réseau m'a beaucoup aidé. On en a beaucoup parlé et ça nous a été un vrai tremplin. Donc que ce soit les services de la ville ou le réseau associatif de la ville de Strasbourg, ça c'est très très important pour relayer l'information, pour trouver. Et vous verrez que parfois on a fait organiser des manifestations et on s'est servi de ce réseau aussi pour faire venir des gens. Comme on n'était pas très professionnel sur le sujet, on s'y est rapproché d'une association qui s'appelle Règles élémentaires, une association nationale qui, à l'origine, faisait de la collecte et qui petit à petit s'est lancée dans l'information et la formation à un niveau pas très médical, mais en tout cas sur la lutte contre le tabou, une première information sur le sujet des règles. Et puis, mes collègues de l'Eurométropole sur la gestion des déchets travaillaient déjà avec l'association Éco-Conseil. Donc voilà, ça a été notre réseau de base. Et l'idée, c'est que ce réseau, il se nourrisse parce que c'est l'information comme ça qui circule et qui fait chacun pose une petite graine, ça finit par faire suffisamment pour irriguer un peu sur ce sujet-là. Donc, vu que je dois meubler un peu de temps, j'avais prévu de parler uniquement des deux dispositifs qu'on a fait Eurométropole et Ville, mais je vais quand même, par rapport à ce qui a été dit, dire quand même que donc nous on a travaillé sur la lutte contre la précarité menstruelle et le tabou. Donc on a mené des actions dans ce sens et puis on avait deux principes de base sur ce projet-là. Le premier, c'était le libre choix. C'est-à-dire que les femmes utilisent du jetable, du lavable, il n'y avait pas à culpabiliser. On travaillait sur tous les sujets. Le premier principe, libre choix, la femme fait ce qui l'arrange, ce qui lui convient à elle par rapport à son mode de vie, par rapport à sa culture, etc. Le deuxième principe très important qu'on a posé sur ce projet, c'est la libre parole. Donc ça voulait dire que quelle que soit la chose qu'on organise, l'action qu'on organise, on essaye d'avoir un moment, une possibilité d'échange ouvert sur le sujet. Tout ça contribuant un petit peu à les libres paroles et à ce qu'on soit à l'aise avec ce sujet. Moi, la première, quand on m'a demandé de travailler sur ce sujet, j'ai fait... Je me suis dit, mais pourquoi ça te tombe dessus à moi? Et donc, j'avoue que c'était un peu galère. Et puis, j'ai appris aussi. Donc, au contact des sages-femmes, au contact des associations, un peu ce que tout le monde avait un peu comme le même problème. Qu'est-ce que ma maman m'avait dit sur le sujet? Qu'est-ce que j'entendais sur le sujet? Mes représentations. Donc, ces échanges sont toujours très, très intéressants. On apprend toujours, finalement. On a travaillé aussi sur le fait de rendre visible ce projet-là. On s'est rapproché d'une équipe de handball féminin, c'est l'ATH, qui avait choisi comme projet social de travailler sur la précarité menstruelle. Donc on a assisté aux matchs. On a eu plusieurs matchs organisés au Rhenus. Le Rhenus réunit à peu près 5000 personnes. Donc moi et quelques collègues et l'association Règles élémentaires, on est venus et on a essayé d'en parler à ce sujet. On avait aussi ramené des protections un peu dans la même logique que mes collègues du centre de santé sexuelle. On a eu quelques échanges avec des garçons et des filles. Donc c'était la meilleure façon de toucher un maximum de personnes sur le sujet, ces matchs réunissant vraiment beaucoup de gens. On a eu des beaux échanges sur ce sujet-là. Mes collègues sont allés sur les marchés aussi pour faire la promotion des protections lavables. On a essayé comme ça de participer au maximum d'événements où on pouvait être. Via la politique de la ville, on finance aussi des projets. Donc cette année, par exemple, au contrat de ville, il y a déjà des projets
qui sont proposés par rapport à ça, à l'installation de distributeurs ou à l'organisation de formations ou d'informations. Donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que ce qu'on a fait pendant 3 ans, ça a quand même diffusé dans les quartiers. On a acheté une exposition. On a pris le sujet, on a imprimé, qui est une exposition sur le journal d'une femme atteinte d'endométriose qu'on a exposé à la ville de Strasbourg et qu'on peut mettre à disposition gratuitement. Donc, si vous la souhaitez, on peut la prêter sans souci. D'ailleurs, la Maison des Ados l'avait emprunté aussi pour faire son projet. Et puis, d'ailleurs, Nofissa n'est pas là, mais en tout cas, merci beaucoup pour ça, parce que ça aussi, c'est le résultat des actions qu'on a fait ensemble avec le réseau Égalité, dont fait partie la Maison des Ados. Donc j'ai dit participation aux événements publics, le colloque droits des femmes, on y est chaque année, on y était encore cette année, on avait un stand et on collecte aussi ce jour-là. On a participé à une étude aussi très importante sur le diagnostic sur la précarité hydrique. On sait que pour la question de l'hygiène féminine, la question de l'eau est très importante. Donc du coup, on a aussi fait partie de cette étude qui est en cours sur cette précarité hydrique. Donc c'est plutôt pas mal. Même à l'échelle d'une ville comme Strasbourg, ça peut avoir un impact pour les appartements qui sont insalubres ou des choses comme ça. C'est très important. Et puis, on a aussi fait des sessions de sensibilisation sur le sujet. Donc on l'a fait déjà chez nous. On est à peu près 7000 agents. Donc on a aussi fait une journée où on a invité tout le monde à venir parler des règles. On peut dire que j'ai pas eu beaucoup de monde. Donc 7000 agents, on a invité absolument tout le monde. On a eu une vingtaine de participants. Pourtant c'était un mardi en début d'après-midi, donc j'avais choisi aussi mon jour, mais comme quoi c'est vraiment... Je me suis dit l'autre jour, tout à l'heure en vous écoutant, que si je l'aurais organisé, je pense que j'en aurais peut-être 40-50. Puisque du coup ça commence à prendre, mais ce jour-là je m'étais un peu seule parce qu'on avait réservé la salle du conseil municipal. Mais bon, c'est pas grave, c'était enregistré, mais c'était quand même très intéressant. Et ensuite on a, avec Règles élémentaires, on a proposé des sessions d'information aussi aux professionnels médico-sociaux. On a ouvert au public et au privé. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a fait ça en avril 2024, et puis en novembre 2024, on a réorganisé des journées de formation. On a eu du mal à remplir les groupes. Donc quand j'entends on aimerait bien avoir des formations, ben voilà. Donc on va s'échanger les cartes. Donc si effectivement il y a des choses qu'on peut encore organiser, soit avec l'association Règles élémentaires, soit avec des partenaires qui ont eux-mêmes eu déjà la formation de sensibilisation. L'idée c'est pas d'avoir un cours médical, c'est de savoir comment en parler. Par exemple, moi, ce que j'ai appris dans ces formations, nous, on a utilisé l'outil du photolangage. Donc, c'était... vous savez ce que c'est ? C'est plein de petites photos. Donc, on voyait une nana comme ça, qui était en mode zen, une qui était pliée en 4, une qui était couchée, une qui arrêtait pas de manger. Donc, voilà un outil comme ça avec plein de photos. Et en fait, c'était une façon d'aborder le sujet. Donc, dans un groupe... Par exemple, vous parliez d'organiser comment on aborde le sujet. C'était une des questions qu'on avait posées à l'association. Le photolangage, ça marche vraiment bien. Et donc, c'est ce qu'on a testé d'ailleurs avec les collègues de l'Eurométropole, c'est qu'on a affiché des photos, puis on a demandé aux gens qu'est-ce que ça leur faisait penser. Donc, c'est pas mal. Donc, ça aborde absolument tous les sujets, donc c'est plutôt bien. Et puis, l'autre outil que je partage, qui était bien aussi, c'était la panière. On avait notamment les assistantes sociales dans ce domaine-là qui ne savaient pas trop comment l'aborder. La proposition, c'est d'avoir sur la table de son bureau une petite panière avec des protections. Et en fait, vous observez et ça permet aussi d'en parler finalement. Et d'aborder la question de cette précarité. Elle n'est pas anodine et en tout cas, elle est très taboue. Il y a un film d'ailleurs de Ken Loach qui s'appelle Moi Joe Black, dans lequel on voit à un moment une femme qui vole des produits dans un magasin. Et en fait, ce qu'elle a volé, c'était des protections hygiéniques. Voilà, on voit. C'est pour le côté culture. Donc voilà, ça c'est grosso modo tout ce qu'on a fait sur la visualisation de ce sujet sur l'espace public. Et concrètement, sur les dispositifs, donc l'Eurométropole, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Changeons les règles. Donc ça, c'est mes collègues de la gestion des déchets. Elles ont travaillé sur la levée du tabou, libérer la parole et surtout informer sur ce qui existait et sensibiliser sur le jetable et le réutilisable. Donc elles ont mis en place des ateliers où il y avait une distribution de kits. Ça veut dire vous veniez à l'atelier et à la fin de l'atelier, on vous distribuait des kits. Je ne sais pas si certains
où certaines d'entre vous ont été. Donc c'était ouvert aux hommes et aux femmes, de manière générale, donc c'était mixte. Il y avait une première partie où on abordait un peu l'historique sur ce sujet-là, donc elles sont remontées au pharaon, donc c'était plutôt intéressant. Et puis il y a un moment où on en parle, donc vraiment version échange libre, comment est-ce que moi je fais. Donc il y a des femmes qui venaient avec leurs solutions, me disaient moi j'ai trouvé, je prends ma pilule en continu, donc j'ai pas de règles. Enfin chacun venait avec sa petite solution. Il n'y a pas de régulation médicale, la parole est archi libre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et à la fin donc effectivement on présente ce qu'il y a en lavable et en réutilisable, et puis on échange. Et à la fin, le kit qui est offert, c'était soit une culotte, soit des serviettes lavables, soit la cup mensuelle. Donc ça, c'était ce qui était offert. Et ensuite, elles ont monté des ateliers couture pour ceux qui avaient envie de faire leur propre culotte. Donc c'est des ateliers qui existent encore maintenant. Donc on peut, toute association peut demander à avoir l'intervention de l'un ou l'autre des ateliers. Ce qu'on a essayé de faire, en plus, c'est qu'on s'est soucié un peu de l'équité territoriale. Donc j'ai ma collègue qui s'appelle Julia Abersetzer, j'ai toujours du mal à présenter, Julia, qui a fait un travail un peu pour voir un peu l'origine des personnes qui participaient aux ateliers. Donc sur la gauche, on avait les personnes qui participaient aux ateliers grand public. Donc là, les ateliers, on s'inscrivait en ligne. Ça, c'était un peu pour toutes les personnes à l'aise avec l'outil informatique. Donc on s'inscrivait. Et ensuite, on avait organisé des ateliers pour les publics modestes. On a appelé ça comme ça. En fait, l'idée, c'était de l'organiser en lien avec une association. Donc encore une fois, là, l'importance du réseau. Donc la plupart du temps, c'était avec les centres socioculturels, avec les référents famille, où on organisait ces ateliers-là, où là, le public était pas libre. On essayait de faire venir un peu du public un peu plus captif des quartiers, donc des quartiers périphériques. Donc on a vraiment essayé d'équilibrer un peu pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes quartiers, et d'essayer d'ouvrir un peu et aller dans la périphérie. Avec plus ou moins de résultats, mais en tout cas c'était l'idée. C'était pas uniquement encore essayer de concentrer les aides et les ateliers toujours au même endroit pour toujours les mêmes, ce qu'on appelle les TLM, toujours les mêmes. Là l'idée, on a vraiment été chercher les associations partenaires qui acceptaient de recevoir, d'accueillir l'atelier, soit couture, soit sensibilisation, pour aller voir les publics les plus éloignés de cette information et de ces ateliers-là. Donc ça, je pense que pour ça, c'est une belle réussite. Alors, j'ai pas noté le nombre d'ateliers. Peut-être que je les ai, mais il y en a eu une cinquantaine à peu près d'organisés sur l'année 2024. Les ateliers découvertes, aussi bien plus d'ateliers découvertes, mais aussi des ateliers couture. C'était accessible à tout débutant, hein. Même moi, je m'y suis mis, donc c'est plutôt pas mal. C'était des chouettes ateliers, ça existe encore maintenant. Donc ça, c'était la partie Eurométropole, un peu qui était sur la libération de la parole, transition écologique, et puis qui faisait la promotion du lavable et du réutilisable. Nous, du coup, toujours sur notre cible des personnes accompagnées, des personnes logées, des personnes à la rue, accompagnées, nous, on s'est, du coup, focalisé sur le jetable. Parce qu'on part du principe qu'une personne qui est effectivement à la rue ou a des problèmes comme ça, elle n'a pas le temps de mettre sa serviette dans l'eau froide, voilà. Donc on s'est dit, nous on va prendre le parti de s'occuper du jetable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a installé des distributeurs de produits d'hygiène dans des lieux publics, donc les toilettes publiques, une piscine, un centre sportif, les médiathèques Olympe de Gouges, Malraux. On savait qu'il y avait un public plus large que uniquement des gens qui aiment lire, qui fréquentent ces lieux. Et on en a mis donc au centre administratif, au CCAS, à la Bulle, au centre d'accueil de jour, dans 2 centres médico-sociaux, et puis dans certaines mairies de quartier. Et depuis qu'on a mis en place ça en 2023, on a même certains déplacés, parce que là on voyait que ça marchait pas. On les a déplacés. Par exemple, dans une mairie de quartier, on voyait que les gens n'allaient pas on l'avait installé dans les toilettes. Quand les toilettes étaient mixtes, c'était dans les toilettes mixtes. Sinon, c'était dans les toilettes des filles. Et donc voilà, discrètement. Et donc là où ça marchait pas, on les a déplacés. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau flyer là qui est édité. On en a changé quelques-uns. Ça marche vraiment très bien. Ça part très très vite, tant et si bien qu'on a dû changer la façon dont on réapprovisionnait. Ça veut dire qu'on réapprovisionne jamais le même jour, jamais à la même heure,
de manière à donner la chance à tout le monde, finalement. Alors, j'ai eu mes collègues qui m'ont dit ça va être dévalisé, non. Ça va être cassé, non. Hein, au bout de 2 ans, c'est tout à fait respecté comme lieu. J'avais un problème d'écoulement de tampons. À un moment, j'ai laissé des boîtes, et ben les gens piochaient. Donc, prenez pas toute la boîte. Donc, il y a un côté sain dans ce projet. Il y a, par rapport à tout ce qu'on m'avait dit au début, ben non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qu'on a adapté aussi, c'est qu'au début, les distributeurs, il y avait donc c'est les distributeurs de Marguerite et compagnie. Hein, c'est on a acheté via un centre d'achat public. Ce sont des distributeurs où vous avez 2 types de serviettes et des tampons avec applicateur et des tampons simples. La pratique nous a aussi appris que, en fait, finalement, il y avait que les serviettes qui partaient. Et les tampons, souvent, ils étaient ouverts comme ça pour voir ce que c'était. Et aujourd'hui, je n'achète plus que des serviettes. Donc les distributeurs ne sont réapprovisionnés que de serviettes. À la piscine de la Kibitsono, j'ai laissé des tampons avec applicateur. Piscine, voilà, un peu plus logique. Mais voilà. Donc après, encore une fois, ça dépend. J'ai un réseau d'acteurs qui jouent le jeu, qui sont occupés aussi par d'autres tâches. Donc parfois ils sont vides, mais le projet il existe toujours. Il y a une rotation de réapprovisionnement. Donc de toute façon, il y en a normalement dans ces lieux-là. À un moment, je le faisais toute seule, donc je vous garantis qu'ils étaient remplis, en tout cas au centre administratif, toutes les semaines. Et maintenant, on a une rotation, on travaille avec les moyens généraux sur ce sujet. Et en tout cas, ils sont très motivés. Ce sont que des hommes qui le font avec nous. Et ils n'ont pas peur de rentrer dans les toilettes. Et ils ont vraiment l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Donc, on a fait une petite formation avec eux aussi. On leur a expliqué un peu sur quoi ça servait. Et en tout cas, ils sont très, très motivés. Et on a fait donc ce petit flyer qu'on a remis à jour. Et derrière, on renvoie vers nos partenaires qui sont... là, c'est le planning familial, le centre de santé sexuelle, la boussole aussi. Et toujours, bien sûr, le 3919 pour les violences. Ça, c'est le normal. Enfin, on travaille dans la mission droits des femmes, donc on a ce souci toujours des violences. Donc, on renvoie toujours vers ce numéro. Voilà. Ce qu'on fait aussi, c'est un truc assez classique, mais qui fonctionne bien, c'est collecte. Donc, comme je organise 2 par an, donc une au printemps, autour de la journée de la précarité menstruelle, qui est le 28 mai. Et puis j'en organise une autre à l'automne, donc toujours autour du colloque de la lutte contre les violences faites aux femmes. Du coup, il y a des boîtes de collecte qui sont à plusieurs endroits différents. Et puis le résultat de la collecte, on la distribue soit à des projets municipaux, on l'a notamment donné au sac à dos d'urgence. Vous savez, les femmes qui sont extraites assez rapidement de leur domicile, on leur fournit un sac à dos avec un certain nombre de choses. Donc nous, on alimente ce sac. On donne à des associations, Abribus, Bus Santé, on a aussi mis à disposition. Donc on donne ce qu'on a. Donc ça fonctionne aussi bien du bouche à oreille la plupart du temps et ça fonctionne bien et ça part toujours. Voilà. Donc distributeur, collecte, visibilisation dans l'espace public du sujet des règles. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on fait. Répondre aussi par rapport tout à l'heure. Nous aussi, on a des papas qui nous demandent en disant, bah voilà, moi, je suis papa solo, j'ai 2 filles, le moment venu, on leur règle, ils sont en stress, donc pareil, on les renvoie vers les collègues du planning familial ou du centre de santé sexuelle pour avoir des informations. Je parlais des distributions. Nous, ville de Strasbourg, on est école. Collège, c'est la CEA, lycée, c'est la région Grand Est. Nous, on a mis aussi dans nos services périscolaires. Donc, du coup, il y a de l'information aussi dans les écoles, de ce que je sais. Pas beaucoup, parce qu'effectivement, les filles ont leurs règles de plus en plus tôt. Mais en tout cas, voilà, nos collègues, on a formé aussi les collègues des lieux d'accueil enfants-parents, qui est toujours un lieu de parole aussi. Donc elles sont venues aux journées d'information règles alimentaires. Voilà. Donc nous, on essaime, un peu comme disait une dame tout à l'heure, on essaime et on voit, au bout de 3-4 ans, que quand même, il y a des choses qui se passent. Des projets qui se montent. Il faut savoir aussi que la DRETS lance un appel à projet, donc la direction régionale lance chaque année un appel à projet, enfin jusqu'à présent c'était chaque année, un appel à projet justement pour financer des projets associatifs
justement en direction des personnes hébergées à la rue, etc. Donc c'est toujours des choses qu'il faut saisir, des opportunités qu'il faut saisir. Politique de la ville aussi chez nous, c'est un sujet qu'on porte. Et donc voilà, et puis moi, effectivement, s'il y a des besoins d'information ou de formation, on peut essayer de faire revenir Règles élémentaires qui en général interviennent en Île-de-France, mais qui sont déjà venus. Puis la présidence, on a la chance, la présidente est strasbourgeoise. Donc parfois on a le droit des petits traitements de faveur, donc ils viennent. Donc il faut monter des groupes. Il faut des groupes assez conséquents. Il faut un minimum de 10 personnes pour le groupe pour que la formation soit maintenue. Donc il faut que les gens s'engagent. Donc voilà, donc, ça c'était dur pour moi quand on a organisé. Il y a des sessions qui ont été annulées par défaut de personnes. Voilà. Et tout le monde peut venir. Donc on prend public, privé, tout le monde. On a eu une prof d'un collège de Strasbourg aussi qui a eu du mal à convaincre son proviseur, principal proviseur, je ne sais plus, de faire des choses dans ce sens, puisque elle était confrontée souvent à des filles effectivement qui se retrouvent démunies, qui n'ont eu aucune information, qui se retrouvent un jour en disant « Madame, je perds du sang, qu'est-ce que je fais ?» Donc les profs sont parfois aussi en première ligne, surtout les profs qu'on aime bien. Et donc ceux avec qui on peut parler, voilà. Donc elle est venue aussi se former, cette dame, c'était très chouette. Voilà, c'est ce que je peux dire sur le sujet. Les perspectives, moi j'espère qu'elles vont être bonnes. L'association Règles élémentaires était au Salon des maires, histoire de donner aux futurs maires des idées de projets à monter dans leur commune. Donc nous, on a témoigné en tant que ville de Strasbourg, donc on espère que d'autres personnes politiques se saisiront de ce type de problématique. Moi, j'ai de l'espoir aussi parce que c'est un sujet qui fait pas débat entre la gauche et la droite. Donc c'est plutôt intéressant ce genre de. Donc on peut espérer que ça continue. En tout cas, nous on souhaite que ça continue à subventionner ce type de projet ou à suivre ce type d'activité. Le plus important, c'est d'approvisionner. Ça veut dire offrir pas une seule serviette à une femme, mais lui donner la quantité qu'elle a besoin. Donc ça, c'est important pour nous. On souhaiterait aussi élargir autant que possible et aussi pousser nos politiques à essayer de porter le sujet plus haut. Vous savez que la question de la TVA des produits, ça se joue au niveau européen. Donc d'avoir une TVA à taux zéro sur les produits d'hygiène, ça se joue au niveau de la Commission et du Parlement européen. Donc ça, c'est important que nos politiques soient là pour porter et le moment venu opter pour cette taxe zéro. On l'a fait pour les masques, donc on peut les faire pour ces produits-là. Il y a des choses qu'on peut faire. Les politiques ont aussi leur rôle à jouer sur ce sujet-là. Donc c'est important que ce soit visible, qu'on en parle, que les associations le portent et que ça devienne un peu la préoccupation de tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Puis je suis là pour répondre à vos questions. Alors, on m'a demandé de parler du congé de santé gynécologique. Si vous voulez, je vous dis un mot là-dessus, parce que la ville aussi a fait quelque chose sur ce sujet-là. Sinon, je réponds sur la précarité menstruelle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Idée, les bars. Comment ? Équiper les bars. Équiper les bars, oui. Alors, on travaille avec une association qui s'appelle le Réseau La Cloche, qui du coup, c'est une série d'entreprises, donc bars, pisseries, etc., qui mettent à disposition des personnes qui sont à la rue la possibilité de recharger son téléphone, et on a aussi des serviettes ou des tampons à disposition des personnes. Donc, ce réseau existe. Je n'ai pas la liste en tête, mais il y en a à plusieurs endroits. Je crois que le réseau s'appelle La Cloche. Voilà. Donc ça marche bien. Nous, on a fait le choix des lieux publics. Et souvent, nos collègues associatifs qui ont investi dans des distributeurs l'ont fait via les appels à projets dont j'ai parlé tout à l'heure, dont celui de l'adresse. Je sais que le Secours Populaire est équipé, le Home Protestant est équipé, donc il y en a à gauche à droite. Ouais. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Tout ce qui est lié en fait vraiment dès le départ, en fait, des premières règles, mais jusqu'à vraiment la ménopause, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais qui n'est pas exclu du coup de la continuité dans la vie gynécologique des femmes et de la santé des femmes. C'est un projet qui a été mené par une de mes collègues qui est pas venue ce matin parce que c'était pas le sujet.
La ville de Strasbourg a fait la ville et l'Eurométropole a monté un projet autour du congé de santé gynécologique. Donc, il a délibéré sur la prise en charge en fait de cette problématique au sein de notre structure pour nos agents, nos agentes. Et donc, la préoccupation, c'était la santé gynécologique de manière générale. Des règles jusqu'à la ménopause et tout ce qui était endométriose, toutes les maladies qui étaient autour de ça. Et donc, a proposé un congé de santé gynécologique à ses agentes. Bon, ça a été retoqué cette année par le tribunal, donc la délibération a été annulée. Pour autant, c'était une démarche novatrice. Alors, il y avait d'autres villes qui l'avaient fait avant nous. Nous, en tout cas, ce que je trouve vraiment super sur ce que nous on a fait, c'est que on a travaillé vraiment sur la qualité de vie au travail des femmes qui pouvaient souffrir d'endométriose ou de toutes ces maladies qu'on connaît mal. Donc il y a eu tout un travail sur les femmes en fait qui ont leurs règles, qui ont des règles abondantes, qui ont des maladies, n'importe quoi, peuvent aller voir leurs responsables et essayer d'adapter justement leurs conditions, l'accès aux toilettes par exemple, pour des agents, des questions d'adaptation, la possibilité, voilà. On a mis en lumière ça, je trouve. On a donné un peu de la prise en compte de la souffrance que peuvent avoir les femmes au travail. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Donc il y a eu tout un travail sur l'adaptation du poste de travail à ça. Et puis ce qu'on a fait un peu d'extraordinaire aussi, c'est qu'on a formé les encadrants. On a formé les encadrants. Donc du coup, il y a eu un professionnel de santé qui est venu expliquer toute cette problématique de la santé des femmes. Donc c'était pas qu'on retienne tout, mais c'était au moins pour sensibiliser, parce qu'il y avait quand même des encadrants qui avaient dans leur équipe des femmes, ils savaient pas comment traiter. Alors en plus un encadrant homme, c'est pire. Donc du coup, il y avait beaucoup de questions. Comment on gère ça. Donc on a eu une formation. Tous les cadres ont été formés. Et puis on a mis en place un théâtre forum. Et puis, donc, des acteurs sont venus, on a évoqué des situations, et du coup, comment on devait interagir. Donc, des femmes qui disaient, ouais, elle a le congé, elle sera jamais au travail. Donc, des situations qui étaient vraiment très intéressantes. Le théâtre forum est vraiment très, très chouette pour ça. Et donc, du coup, ça, c'est aussi fait partie un peu de ce projet. Et donc, même si on a été retoqué sur le congé, en tout cas, on a parlé du sujet au travail. C'est toujours un tabou, mais du coup, ça l'est moins. Et en tout cas, il y a possibilité d'avoir une adaptation de ces conditions de travail quand on a des rendez-vous, une souffrance par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'avant, c'était géré dans la sphère individuelle ou avec son N+1, mais là, du coup, le N+1, il a un peu l'obligation de prendre en compte cette problématique dans son management. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Moi, je fais partie de Caritas, les bénévoles là-bas, ma collègue et moi. Nous sommes dans un groupe pour les droits des femmes aussi. Et il y a des femmes qui viennent nous voir aussi pour des demandes comme ça à Caritas. Avant, Caritas donnait des kits hygiéniques. Mais là, maintenant, ce temps-ci, c'est arrêté. Et nous avons aussi des bénéficiaires, des distributeurs par la maison d'ado, par la coordinatrice de la maison d'ado. Et pour l'instant, nous n'avons plus beaucoup de serviettes. Les serviettes sont en train vraiment de partir très vite. Et ma question était est-ce que si on arrive au bout des réserves que nous avons, est-ce qu'on peut demander à la ville de nous l'accorder? Parce que là, sur les tampons, déjà, on n'en a plus. Il reste 50 qui nous restent pour des serviettes. Alors, on s'était déjà en train de voir comment est-ce qu'on peut, pour que les femmes continuent toujours à venir pour bénéficier de ces bandes hygiéniques. Est-ce qu'on peut contacter la ville ou comment? Oui, tout à fait. Bonjour, du coup, moi, je suis coordinatrice du bus santé de la ville de Strasbourg, justement. Donc, je confirme qu'on peut mettre à disposition du matériel pour les femmes. Et je voulais aussi parler d'une initiative territoriale qui va voir le jour, qui s'appelle Ougeia, qui est portée par le CSC Neuf. Donc, ça va aussi être un bus qui va justement parler de la précarité menstruelle et qui fera de l'aller vers
beaucoup de territoires. Donc ce sera un bus que vous pourrez mobiliser aussi. Justement, ce sera un lieu où les femmes et hommes aussi pourront se retrouver à l'intérieur pour justement parler du tabou des règles. Elles feront aussi de la distribution de culottes menstruelles. Elles en auront à disposition et l'idée c'est justement de pouvoir accueillir tout le monde autour de ce sujet-là. Voilà. On aimerait autant d'initiatives dans tous les quartiers. Ça serait chouette. Ouais, normalement, elles vont pouvoir être mobiles dans plusieurs quartiers. C'est porté par le CSC Neuf, mais justement, elles vont pouvoir aller ailleurs. Ça, je l'ai appris récemment à l'Agora des Solidarités. Et effectivement, du coup, le sujet aussi, tout ce qui est ménopause, santé des femmes dans sa globalité, dans le bus santé, c'est des projets qui sont aussi en émergence parce que ça revient sur quasiment tous les territoires. Donc, il y a des actions comme ça qui vont se déployer d'aller vers autour de ces thématiques-là. Oui, et le réseau centre culturel, les référents de famille, ça prend. Les lieux d'accueil enfants-parents, ça prend. Elles sont formées. Donc, il y a déjà, on a semé. Il y a juste les ateliers, on peut en faire encore. Il faut continuer parce que c'est pas qu'une fois. Il faut le répéter plein de fois. Et au début, on vient pas. Et puis, on peut espérer que petit à petit, la parole se libère. Des gens qui ont déjà été, ont appris des choses. C'est vraiment ça le truc. Et, c'est vraiment le réseau qui compte sur ce type de sujet. Moi, j'avais une petite question aussi. Vous disiez qu'il y avait des réunions d'information qui étaient organisées par l'Eurométropole. Est-ce que vous en organisez régulièrement ou est-ce que les gens doivent vous solliciter pour organiser ces réunions? Oui. Oui, alors comment on fait de façon très pratico-pratique, comme les deux dames de Caritas qui demandaient qui est-ce qu'on appelle, qui est-ce qu'on contacte, de façon très pratico-pratique pour recharger un distributeur qui n'est plus plein, oui, ou pour organiser des réunions à visée d'information. Ben moi. D'accord, très bien, parfait. J'ai une carte, je vais vous... Ouais. Ok, merci J'ai beaucoup. pris cette charge, donc ouais, je le fais. Okay. Ça se fait très bien. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Madame Darocha. Merci à vous. Merci pour votre intervention et votre... Pour la fin de la matinée, nous allons avoir deux présentations. Une qui va s'axer sur le projet Féminin Plus, donc le projet qui nous réunit ce matin, où ma collègue Noufissa Simula, en charge du projet, va nous présenter le déroulé, la démarche et comment ça... voilà ce qui en est sorti des ateliers. Et on va avoir Marion Dubois juste après qui va faire une intervention quand l'art se met au service de la prévention. Vous donner un éclairage sur l'aspect art thérapeutique. Donc Noufissa, la parole est à toi. Bonjour à toutes et tous. Je touche pas les micros. Merci d'être venus. Donc moi, chez Noufissa Simula, je suis en charge de la coordination de prévention à la maison des adolescents et au réseau Virage également. Je vais vous présenter ce projet. C'est toi, Lydia? Ok. Sur lequel nous avons travaillé cette année, qui a démarré au mois de janvier. En fait, c'est sur toute l'année 2025. Donc le projet s'appelle Féminin Plus, accompagner les adolescentes dans la déconstruction des tabous autour des règles, les adolescentes, parce que le groupe il était essentiellement constitué que de filles. Alors ce projet, qui est porté à 100% par la Maison des Adolescents et qui est financé par la Direction régionale de l'économie et de l'emploi et du travail et des solidarités du Grand Est, qui nous a soutenus, comme l'avait rappelé Ondine. Ils font des appels à projets pour lutter contre la précarité menstruelle. Donc nous avons présenté un projet où on pouvait présenter quand même une démarche proactive dans laquelle on implique les adolescentes pour construire quelque chose. Les objectifs de ce projet, ils étaient multiples, mais on va en citer quelques-uns. Lutter contre la précarité menstruelle, bien évidemment, sensibiliser au tabou et représentation, informer sur la santé menstruelle, informer de la diversité des protections, former les professionnels de terrain, favoriser la démarche participative auprès des adolescentes, et puis une journée Café Info Pro à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui. Lors de ce projet, on a mis plusieurs actions en place.
Donc il y a eu, on va dire, 4 axes de travail. Le premier axe, c'était mettre en place des distributeurs de protection périodique. Nous avons eu la chance d'avoir des partenaires qui étaient très preneurs de notre proposition, que nous avons sollicité. On n'a vraiment pas eu de refus, sauf un partenaire qui n'avait pas le temps de travailler cette question dans sa structure pour des raisons de ressources humaines. Et je ne le citerai pas. Donc nous avons pu installer 3 distributeurs, plus une recharge gratuitement, qui nous on l'avait estimé sur une année parce qu'on s'est basé sur notre consommation personnelle. Donc comme elle l'avait parlé, Esther, qui fait partie de la Commission des droits des femmes, c'est vrai on s'est basé sur notre consommation à nous, mais il se peut que les recharges que nous on a estimées pour une année n'ont pas suffi, et donc il y a les relais qui vont être faits par la ville de Strasbourg. Donc 3 distributeurs dans des structures qui accueillent du public vulnérable, avec quand même une séance de sensibilisation animée par une sage-femme. Pourquoi une séance de sensibilisation? Parce que on s'était dit, on va pas juste venir proposer un service sans que les gens sachent à quoi ça va servir. Donc il y a eu une séance qui a été dispensée par une sage-femme qui a parlé aussi de ce que c'est la lutte contre la précarité menstruelle. On a abordé plein de questions autour du corps, de l'anatomie, du cycle, comment on peut faire avec les adolescents. C'est assez étrange, mais on se dit peut-être des fois les adultes savent, mais on ne sait pas beaucoup, on ne sait pas tout. Et il est important de dispenser ce type d'informations à tout public sans partir avec un principe, peut-être les parents n'auront pas besoin, le public n'aura pas besoin. Et voilà. Et c'est aussi pour valoriser cette action-là et permettre aux gens de savoir pourquoi un distributeur est arrivé, pourquoi il est accroché, à quoi ça va servir et quels sont ses objectifs. Les partenaires qui ont participé à cette mise en place de distributeurs, Caritas, la maison protestante des solidarités, qui regroupe en son sein la CIMAD, CASAS et le CSP. Donc on avait quand même une pierre 3 coups, parce que tout le public pouvait en bénéficier. Et Solidarité Femmes 67 qu'on a sollicité il n'y a pas très longtemps, et le distributeur va être mis en place courant janvier, mais en tout cas ils nous ont donné leur accord pour aussi dispenser une séance de sensibilisation et la mise en place de ce distributeur. On ne peut pas parler de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou autour des règles si les professionnels ne sont pas formés, notamment les professionnels de la maison des adolescents. Donc on a dispensé c'est le planning familial qui a dispensé une formation de 3 jours sur la vie affective sexuelle et précarité menstruelle et tabou des règles, pour mieux comprendre les enjeux de la vie affective et sexuelle chez les adolescents, pour acquérir des repères et adapter sa posture professionnelle, et identifier et mobiliser les ressources disponibles pour accompagner les ados. Donc ces formations ont eu lieu au mois de juillet dernier. Nous avons aussi également pensé pour qu'il y ait un large public qui puisse bénéficier de cette action-là et la rendre visible au sein de la maison des adolescents, de mettre en place une exposition. C'est vrai que notre travail n'était pas prêt, mais comment faire? Et à ce moment-là, on a sollicité Madame Larocha, qui est présente ici, pour exploiter l'exposition sans gêne. On n'a pas malheureusement pu l'exposer aujourd'hui, elle est là, mais on n'a pas suffisamment de support. Mais en tout cas, elle a été exposée à la Maison des Ados pendant un mois, le mois de mai, il me semble, mai et juin. Ça a permis de rendre la question visible auprès des ados et parents qui viennent à la salle d'attente de la Maison des Adolescents, qui se posent des questions. Et on a accompagné ça avec un petit questionnaire pour que les ados et les parents parlent du ressenti, qu'est-ce que ça leur renvoie. Parce qu'il faut savoir que cette exposition trace la vie d'une femme depuis qu'elle a eu ses règles jusqu'à la ménopause. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des transformations, au niveau des ressentis, au niveau de ce que la société renvoie, comment ça se passe dans la famille, comment on en parle. Et c'est vrai que c'était très instructif de voir des retours assez divers et variés, et des fois très très drôles, des questionnements et des parents et des adolescents.
D'ailleurs, je n'ai pas encore fini d'exploiter tous les retours de questionnaires et j'espère le faire très bientôt. Donc j'ai parlé des retours. Et puis la partie la plus importante, en tout cas, à mes yeux, toutes les parties sont importantes, mais là, c'est le plaisir de ce projet-là, c'est d'aller vers les ados, d'aller les chercher, d'aller les mobiliser, d'aller solliciter les partenaires, leur expliquer le projet. Il faut savoir qu'une action de prévention comme celle-ci, on ne peut pas monter une action de prévention si les partenaires ne sont pas convaincus. Donc il faut d'abord aller chercher les partenaires, leur expliquer, et ensuite dispenser des séances de mobilisation pour les ados, pour qu'ils soient aussi au courant, pourquoi on veut faire ça, comment on veut le faire, quel est l'objectif. Et effectivement, on a eu vraiment un engouement des adolescentes qui ont dit OK, c'était ouvert pour 15 adolescentes, mais en réalité, si vous avez vu sur les affiches que vous avez prises, elles étaient 23. Au bout d'un moment, on a dit stop, parce qu'on peut pas aller au-delà de ce qu'on avait prévu. Mais voilà, là aussi, ouvrir à d'autres personnes, c'était aussi possible, on a pu le faire avec les collègues qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Alors, on a eu donc 3 partenaires qui ont participé à ce projet. Le centre socioculturel au-delà des ponts pour du Rhin, le centre socioculturel Fossé des 13 côté gare, et aussi la promotion 16-18 de l'AFPA qui était complètement féminine. On a eu de la chance de tomber sur une promotion constituée que de filles. Il y a eu 15 séances d'ateliers organisées et dispensées par une sage-femme. Les 15 séances étaient programmées de cette manière-là. Il y avait des séances de formation et information pour expliquer avec la sage-femme qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est les cycles, la douleur, pourquoi c'est tabou, la santé sexuelle. On s'est pas limité qu'à la lutte contre la précarité menstruelle, on est allé au-delà. Parce que plusieurs des questions se sont posées, par exemple, la question du tampon, est-ce que le tampon et la virginité, énormément de questions vraiment nous on s'imaginait pas, et je laisserai peut-être aussi venir Elodie avec moi parce qu'elle a participé aussi à quelques séances de formation. Tu peux venir. Moi, ce serait intéressant, oui, que tu puisses aborder cette question qui a quand même... Donc c'est du freestyle aujourd'hui, voilà, je savais pas que j'interviendrais. Donc effectivement, je suis intervenue à 3 reprises avec nos FISA de façon conjointe au centre socioculturel de la gare et à l'AFPA sur la promotion 16-18, donc avec des jeunes filles qui étaient déscolarisées puis rescolarisées sur quelques mois. Donc notamment dans ce public-là, c'était des publics assez vulnérables, et on sentait qu'il y avait des vraies lacunes en termes de connaissance de son corps, d'anatomie, de physiologie, etc. Et c'était une séance qui a duré 3 bonnes heures. C'était, vraiment, quand tu parlais d'engouement, c'était un vrai engouement pour ce qui était en train de se passer. Donc ça, c'était très, très, très chouette, et on a saisi l'instant. Et comme dans toutes les interventions qui sont sensiblement les mêmes que celles que vous ont présentées Anne-Sophie et Karine tout à l'heure, où on parle de corps, de physiologie, on se rend compte qu'en fait, reposer les bases de la physiologie et de l'anatomie, ça leur permet d'identifier quels sont les processus parfois pathologiques en fait qu'elles rencontrent, pour dire ça on m'a dit que c'était normal d'avoir mal, et si j'arrive pas à me lever le matin, c'est peut-être pas normal. Donc ça, en fait, voilà, je pense vraiment que lutter contre les tabous, c'est vraiment donner les outils aux jeunes filles notamment, puisque ça les concerne directement, de savoir identifier ce qui est normal et ce qui est pas normal. Donc ça, c'est vrai, c'était chouette. Et effectivement, il y a eu presque des questionnements d'ordre philosophique, notamment sur la virginité. Qu'est-ce que c'est que la virginité? Est-ce que ça se réduit à avoir une pénétration vaginale? Ben non, en fait, on déconstruit. On se dit, qu'est-ce que c'est que l'hymen? Est-ce que l'intégrité ou la non-intégrité de l'hymen, c'est comme ça qu'on pose les bases de la virginité? Ou pas? Non, selon nous. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. On leur dit que effectivement, la virginité, c'est avoir eu un rapport sexuel de quelque nature qu'il soit, et que ça ne se limite pas juste à cette pénétration. Donc, il y en a plein qui ne savaient pas ce que c'était. Est-ce que oui, l'hymen. On en parle, elles savent.
parce que voilà, oui, mais madame, il y a des fois, on fait des certificats pour dire qu'une femme est vierge. Et là, bah voilà, on rebondit là-dessus et on dit qu'en France, c'est complètement interdit. On n'a pas le droit d'établir ce genre de certificat de virginité parce que c'est hyper réducteur pour une femme et c'est irrespectueux et c'est insultant pour une femme de dire que on va faire attester par une tierce personne qu'elle est vierge, après l'avoir soumise au passage à un examen gynécologique qu'elle n'avait pas demandé. Voilà, donc c'est vrai que ces séances étaient vraiment très très riches, ça a soulevé bien d'autres questionnements que la simple précarité menstruelle. Est-ce que je peux me laver quand j'ai mes règles? Voilà. Vraiment des questions assez... pourquoi? Parce que peut-être si je me lave, ça va arrêter les règles, des choses comme ça. Est-ce que je dois me laver? Voilà, est-ce que je peux? Est-ce que je dois plusieurs fois par jour? Vraiment des questionnements qui finalement dont on ne soupçonne pas l'existence parfois. Donc c'était vraiment très 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 riche, ouais. Et puis il y a eu aussi le travail autour des tabous. Donc il était nécessaire pour nous en tout cas de leur dire qu'est-ce que c'est un tabou, essayer de travailler sur le lexique. C'est-à-dire les règles, qu'est-ce qu'on leur donne comme nom, comme on les appelle ici en France. Il y a eu tout un tour de lexique, les ragnagnas, plein de lexiques en fait. Après on a essayé de comparer aussi comment ça se passe dans les autres sociétés. Est-ce que c'est pareil? Et en fait on revient à ce point commun, mais en fait il y a quand même un problème quoi. On ne dit pas tout. On est même allé jusqu'aux religieux. Pourquoi dans certaines religions les femmes par exemple elles n'ont pas le droit de toucher le livre sacré? Pourquoi en Inde certaines femmes sont bannies pendant quelques jours, elles ne doivent pas toucher la récolte? Pourquoi dans certaines cultures aussi les femmes elles dorment pas avec leur mari pendant leurs règles? Et en fait, on en revient à ce truc, mais en fait, que la femme est sale. Et le fait déjà de se dire, en fait, qu'elle se pose la question, vous vous rendez compte, vous donnez la vie, c'est l'endroit par lequel vous donnez la vie, et enfin, comment on peut imaginer quelque chose qui donne la vie à se transformer de quelque chose de sale, d'interdit, de tabou? Il y a quand même un réel questionnement, elles étaient hyper déterminées, et là, la question qui leur a été posée, mais alors, oui, comment vous voulez changer le monde en fait? Est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous proposez? Ah oui, on voudrait écrire un message, quelque chose qui percute, un slogan. Il arrive cette question de slogan. Les slogans, ok, assembler des mots, écrire des messages, formuler, reformuler, donc c'était presque un atelier d'écriture. Hein. Et là, comment vous voulez que ce message percute? Et là vient l'idée de l'illustrer. Et là vient l'idée de l'illustrer avec quelqu'un qui sait comment accompagner dans l'illustration, comment accompagner dans le design, comment accompagner dans la couleur. Et c'est le travail que l'on a fait avec Madame Marion Dubois qui est présente ici et que j'accueillerai avec grand plaisir parce que c'était vraiment un plaisir de travailler avec elle parce que la réalisation des affiches que vous avez, il y en a presque plus, que vous avez prises, c'était le fruit des ateliers du travail qu'elle a effectué avec les 15 adolescentes. Je l'applaudis, je lui demande de venir le rejoindre ici. Merci beaucoup. Marion, tu peux venir. Ça va? Je n'étais pas sûre que tu allais finir le bilan. Oui, le bilan, donc faciliter l'accès aux protections, monter en compétences les professionnels, favoriser l'expression des ados, visibiliser cette question tant stigmatisée, et puis l'implication active qui est vraiment une partie prenante dans le travail de la prévention. On ne peut pas faire de la prévention si ça passe pas par les ados, pour les ados. On va juste venir leur offrir un support comme ça, leur dire de faire des choses si on ne leur explique pas. Mais je pense que j'ai loupé une étape, c'est ma collègue qui doit présenter Marion. Bonjour à toutes et à tous, merci. Donc d'abord je vais vous présenter rapidement mon travail pour que vous compreniez d'où je viens et en quoi ce projet-là particulièrement se place pile poil dans mon domaine. Et puis ensuite, évidemment, je vous parlerai de l'atelier Féminin plus en détail. Et comme je sais que je m'adresse à des professionnels, j'ai aussi pas mal préparé des détails concrets sur la collaboration avec une illustratrice, parce que j'ai l'impression que souvent quand j'arrive vers des professionnels, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Donc voilà, maintenant si vous voulez travailler avec un illustrateur, vous saurez comment procéder. Donc je suis une illustratrice et une graphiste, c'est-à-dire que je fais les images et aussi la mise en page des supports depuis 2017.
Et en fait, je me suis spécialisée dans le domaine de la santé sexuelle dès mon projet de diplôme parce que c'était en partenariat avec le Planning Familial 67. Et dans ce milieu, si vous faites une campagne pour une asso, ensuite ça fait un peu effet boule de neige et je suis restée dans ce domaine. Et je suis aussi spécialisée en anatomie, en illustration médicale. Et là, je fais le lien avec la présentation plus tôt sur la représentation notamment de l'appareil génital. C'est un truc que j'ai beaucoup travaillé sur notamment comment représenter l'utérus de manière plus réaliste et pas juste de manière plate comme on l'a dit tout à l'heure. Et aussi, je suis militante féministe dans mon temps libre, donc vraiment c'est quelque chose qui est assez complet. Et oui, donc là je vous ai mis 2 exemples de travail de commande, donc avec des clients. Souvent je travaille avec des associations ou les institutions, donc le Conseil de l'Europe, là on a le planning familial et Santé publique France, donc le ministère de la Santé. Et je travaille du coup, comme vous voyez, sur le thème de l'éducation à la sexualité. Voilà une autre campagne que vous avez sûrement vu passer à gauche, la campagne du 8 mars d'abord 2022 qui a été reprise cette année, où j'ai fait uniquement l'illustration. Donc là, j'ai travaillé avec une agence de communication. Et à droite, c'est une campagne en fait qui m'a beaucoup inspirée pour ce projet. C'est une campagne d'information sur la santé sexuelle faite avec le planning familial de l'Isère, qui s'adressait aux femmes, vraiment aux femmes, oui, et aux personnes donc avec un utérus, etc. Pour leur donner toutes des informations très complètes sur leur vie quotidienne. C'était comment dire, c'était une constatation de terrain et ensuite ils sont venus vers moi pour pouvoir illustrer ce qu'ils avaient remarqué sur le terrain, qui était que les femmes n'avaient pas trop d'informations sur en quoi consiste le suivi gynéco, la contraception, l'IVG, etc. Et la deuxième partie de mon travail très importante, c'est l'animation d'ateliers engagés. Donc là, je vous ai mis 3 exemples pour vous montrer que je travaille avec beaucoup de publics différents. Donc à gauche, c'est le parcours égalité qui est un programme de la direction du territoire du quartier des 15, Esplanade, etc. Conseil des 15, merci. Donc c'est autour de la journée de lutte pour les droits des femmes du 8 mars. À chaque fois, on intervient dans une école ou un centre socioculturel pour parler d'égalité. Donc là, le public, c'est des enfants, primaire, début collège. En dessous, c'est un atelier que je fais avec le planning familial au sein du groupe de parole des femmes victimes de viol et d'inceste. Donc ça, c'est un public adulte. Et à droite, c'est un public jeune adulte, c'était des élèves de CAP coiffure, donc sur le consentement. Voilà, donc le projet Féminin Plus tombe donc vraiment, comme vous voyez, sur mon domaine de prédilection. Et la première chose que je fais quand on me demande un atelier, c'est identifier les objectifs. Donc là, c'était les objectifs présentés par Nofissa, c'était d'une part de créer des supports de communication avec une campagne efficace, et d'autre part de former des personnes relais sur la thématique des règles. Donc ça suppose que les participantes sont vraiment actives. Elles sont vraiment créatrices et c'est pas moi qui vais créer la campagne et les faire intervenir de manière périphérique. Et ensuite, plus terre à terre mais aussi très important, je prends en compte les contraintes, donc matériel, le nombre, etc. Ça c'est assez logique. Les contraintes de temps, ça c'est assez rare qu'on ait autant de temps. On avait 2 ateliers par groupe sur 3 groupes, donc j'ai rarement autant de temps pour monter mes ateliers, donc c'était très confortable. Et aussi les contraintes de budget que je dois mentionner parce que là c'était super chouette. Il n'y avait pas besoin de faire de concessions. Souvent on va me proposer une enveloppe budgétaire qui ne correspond pas à la demande et donc je dois dire il va falloir faire un projet moins ambitieux ou quelque chose comme ça. Et là c'était pas du tout le cas, donc suffisamment rare pour être noté. Pour monter l'atelier, je me suis basée sur mon expérience en tant qu'illustratrice. Donc vous voyez les étapes de la communication visuelle, on part d'un message, donc là c'est lutter contre les tabous, et une cible avec les jeunes. Ensuite on crée le contenu textuel, ensuite on fait appel à une illustratrice qui va faire les images, et ensuite les images sont mises en page, et ensuite on va imprimer. En gros, c'est très simplifié, mais voilà, ça me permet de construire mon atelier. Donc là, en vert, c'est là où les adolescentes ont participé.
Donc elles ont fait tout le contenu textuel, c'est-à-dire les slogans, et elles ont fait toutes les images. Et ensuite, moi, je suis intervenue sur l'identité visuelle et la mise en page. Donc comme on a un peu parlé de Nofisa, on a beaucoup travaillé sur le brainstorming. C'était vraiment la base du projet, en fait. Vu que ça a été très réussi, le reste a été facile. Donc en fait, là, on fait reformuler aux jeunes ce qu'elles ont appris avec les séances d'information avec les sages-femmes. Donc c'est vraiment leurs mots, leurs associations d'idées. Et Nofisa et moi, on n'intervient que pour relancer la discussion. On ne reformule pas ce qu'elles disent. Et donc ensuite, pour créer les slogans, pareil, on les guide, on leur suggère des homonymes. Par exemple, là, il y a eu l'homonyme entre 100 SANG et 100 SANS. Enfin, voilà, des petits détails comme ça qu'elles vont ensuite s'approprier. Et les jeux de mots, en fait, notamment le jeu de mots monstration et menstruation, c'était évidemment les participantes et pas nous. Donc on est arrivé à 6 slogans qu'il a fallu illustrer. Et là, mon rôle à moi, c'est de m'assurer qu'à la fin, on a vraiment un rendu professionnel, parce qu'il fallait que cette communication elle soit efficace et qu'elle soit distribuable, et que surtout elle ait un impact sur le public, sinon ça n'a pas de sens. Donc pour ça, donc il fallait un rendu professionnel, propre et unifié, surtout sans perdre la spontanéité. Il fallait qu'on voit à la fin que c'était quand même des ados qui avaient fait le travail et pas des professionnels. Et un truc que j'utilise souvent en atelier, c'est que mon rôle, c'est de corriger les fautes d'orthographe, mais pas la syntaxe, du coup, mais traduit dans les images. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai décidé une palette de couleurs restreinte pour qu'il y ait une unité, des fonds colorés peints, parce que ça donne un petit côté plus sensible, et aussi ça force, sans qu'elles aient l'impression d'être forcées, les adolescentes à utiliser les couleurs que je veux. Et enfin, j'ai décidé une typographie neutre, pour pas que ça prenne le pas sur les images. Oups. Et voilà, et là on arrive à la fin où tout roule parce que la base est bonne, et donc elles ont illustré leurs images. Et donc au final, cette partie-là a été moins importante que ce qu'on avait prévu, on a dû être un peu flexible. Mais un seul groupe a réussi à faire des illustrations pour les slogans des 3 autres groupes. Voilà. Et ensuite, du coup, la dernière étape, évidemment, la mise en page et la déclinaison des supports. Donc, en conclusion, je trouve qu'on a rempli les objectifs de la campagne. Je trouve qu'elle est claire et que voilà, elle est lisible et elle est assez jolie. Donc, la seule question maintenant, c'est les conséquences en dehors, sur le terrain. Est-ce que les ados vont continuer à en parler en dehors des ateliers? Est-ce que les affiches vont créer les débats? Ça, je ne sais pas, mais j'espère. Ça, c'est un travail, je pense qu'on va essayer de revenir sur le terrain pour à nouveau prendre contact avec les structures, parce que pour aussi mettre en place, parce que c'est la première fois qu'on affiche l'expo, en fait les affiches qu'on a transformées comme une expo pour garder une trace. C'est notre travail de revenir à nouveau pour savoir comment ça se passe, est-ce qu'on en parle toujours, quel impact a pu avoir ce projet sur le public. J'aimerais quand même rappeler l'importance du travail de Marion, parce que moi j'adore le fait que dans nos actions de prévention alliées aussi tout ce qui est artistique, parce que là il y a quand même énormément de travail de création, de crayons, de stylos, de couleurs. Au-delà des mots qui peuvent être inventés, c'est rentrer dans ce processus de création et voir par la suite quelque chose qu'on réalise ensemble. Ça, c'était assez précieux. Et aussi, rappeler aussi la difficulté. Vous allez dire certainement, on dit, oh super, ils ont réussi à faire tout ça. Comment? Mais oui, il y a aussi des imprévus, des groupes qu'on ne prenait pas entièrement, mais ça n'empêchait pas quand même que nous, on a essayé de modifier notre manière de travail, parce qu'on est heurté parfois à des choses qu'on n'a pas prévues, comme par exemple monter un groupe à 15 avec différentes structures en si peu de temps, c'était compliqué, donc on a travaillé avec 3 groupes différemment, et ensuite
les autres groupes ont pris le relais. Par exemple, il y a des groupes qui ont fait les slogans et les autres les ont dessinés. Ce qui fait qu'on est tous dans la même mouvance, même si on n'a pas vraiment participé. Alors comment on peut illustrer quelque chose que l'autre a fait? Et c'était ça aussi la complémentarité de travail, et ça prouve aussi que les ados sont tous dans la même sphère en fait d'idées et qui peuvent travailler ensemble, même s'ils n'ont pas été ensemble dès le départ. Et on a quand même réussi à les réunir 2 fois pour partager ce résultat-là que vous avez vu, et aussi pour avoir un temps convivial où ils ont partagé leurs expériences chacun, voilà, c'était assez chouette. Et la création artistique aussi, c'est comme on parlait un peu tout à l'heure de l'atelier d'écriture, ça a le même effet. Ça crée une certaine distance. En fait, on se concentre sur les images, on se concentre sur... À chaque fois, il y a toujours les angoisses de je sais pas dessiner, comment je représente ça, etc. Et du coup, en fait, ça permet d'oublier un peu que c'est un sujet où on a un peu honte ou ce genre de choses. Donc ça marche toujours, je trouve, pour l'éducation à la sexualité, de dessiner ou de découper. Ou... Voilà, en fait, ça crée une distance, quoi. Les supports, donc, sont réalisés en affiches. Donc, vous sont à disposition, vous avez déjà pu en prendre en marque-page, parce qu'on s'est dit marque-page, ça peut aller dans un bouquin, ça peut aller dans un livre scolaire, ça peut servir toujours dans sa poche, et en petit flyer. Il faut savoir qu'on a participé aussi à la journée de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. On a eu 150 affiches qui sont parties et 400 pages, j'ai pas pu en amener tout, mais là pareil, j'ai plus de stock en fait après, c'est tout ce qu'il y a en fait. Donc on va être amené aussi à les reproduire, à les réimprimer et à les distribuer, donc selon le budget qu'on aura par la suite. Merci d'avoir souligné le fait que ça a été confortable, les séances, c'est important qu'on se donne du temps. Dans ce projet, c'était le challenge, c'était aussi qu'on ait le temps de travailler ces questions-là. C'est pas juste venir et faire et offrir un produit comme ça pour dire ouais on l'a fait, c'est super. Mais c'était vraiment pour dire il y a eu du travail approfondi, puis et pas juste l'effet d'annonce, l'effet publicitaire qu'on peut le voir pour certains projets. Je pense qu'on a dit de manière globale ce qu'on a fait, notre travail, mais on va laisser la place aux questions si vous en avez. La fréquence des ateliers, alors je peux répondre pour ma partie, c'était donc prévu, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, mais prévu 2 demi-journées pour chaque groupe, sur uniquement la création des slogans et des images. Et en amont, il y avait eu de nombreux ateliers d'information et d'éducation avec les sages-femmes, mais je sais pas combien exactement. En tout, il y a eu 15 ateliers, à chaque fois c'était 2 séances de formation à information, et 2 séances d'illustration. À chaque fois, on a essayé de les répartir comme ça. Donc 4 en tout, plus les 2 séances où on a fait rencontrer les ados, tous ensemble. Et ça sur quelques mois, c'était... Sur, oui, de mars à juin. Non, de février à juin. Février à juin, juillet. Est-ce que vous avez ce type de démarche? Donc la question, c'est pour l'illustratrice. En primaire, par exemple? Alors pas en classe de primaire, mais quand je travaillais avec l'ARES, donc le centre socioculturel, là il y a des groupes mixtes et il y a souvent des... Si en fait je suis en train de vous dire des bêtises, si j'ai travaillé pendant 1 an avec des primaires sur à la maison du jeune citoyen, donc sur des thèmes engagés, on travaillait l'écologie, l'égalité, enfin c'était assez fourre-tout. Et c'était des enfants de 6 à 11 ans, ce qui est assez compliqué. Voilà. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'un enfant de 6 ans fait pas du tout la même chose qu'un enfant de 11 ans, donc quand ils sont dans le même groupe, il faut trouver des idées. Voilà. Mais même en dehors de l'âge, de toute façon, en fait, j'ai aussi intervenu à l'aire d'accueil des gens du voyage, et là, en fait, je me suis aussi rendu compte que, évidemment, on n'a pas tous l'égalité devant la dextérité, par exemple. Donc, moi, je travaille beaucoup avec le papier découpé, et je me suis rendu compte qu'un enfant de 12 ans, dans ce contexte, ne savait pas découper comme un enfant de 12 ans dans un autre contexte. Il faut toujours s'adapter au public, en fait, peu importe l'âge. Oui. Vous parliez je parle de diffusion là, parce que vraiment c'est extraordinaire ce que vous avez fait en si peu de temps. Je suis épatée, on s'est rencontrés justement au colloque la semaine dernière.
L'espace égalité, est-ce qu'il pourrait être récipiendaire de cette campagne, c'est-à-dire en termes de diffusion des supports? Question. Bien sûr, en fait, c'est pour ça qu'on a fait le choix quand même d'encadrer, en plus de mettre les affiches sur des supports rigides, pour qu'on puisse aussi la faire vivre, la faire tourner, pour que d'autres espaces puissent en bénéficier, que l'information continue. En fait, il faut que l'impact continue. Le fait aussi que ce qu'a fait InfoPro, il est capté, c'est aussi pour qu'on continue à en parler. Les affiches, je pense qu'on va essayer d'en reproduire pour les mettre aussi ailleurs. Et l'exposition, on va continuer à la faire itinérante, en fait, dans des lieux qui souhaitent l'accueillir. Bien sûr. Merci. Bonjour. Alors en fait, nous, on intervient auprès de personnes en situation de handicap. Et nous, le photolangage, l'illustration, ça nous parle. Et en fait, on voulait juste savoir avec mes collègues où on peut vous trouver pour éventuellement monter un projet, si vous avez. On peut discuter après, j'ai des cartes, mais j'avais... Ouais. Ah bah ça marche plus. J'avais tout mis à la fin et j'ai oublié. Ah, désolée. J'ai oublié de vous le montrer. On n'a pas mis. Voilà. Ah super, merci beaucoup. Oui, on a pensé aussi, pour continuer à travailler sur la question, de transformer, éventuellement, c'est une idée qu'on a eu, on n'a pas encore acté avec l'équipe, que ce projet-là, les affiches aussi, les réfléchir en outils de prévention. Enfin, je ne sais pas comment on peut imaginer ça, mais en tout cas, je trouve que le visuel, c'est dommage qu'il soit pas réexploité, et éventuellement en faire un outil de prévention sous forme de jeu de cartes. Quand vous dites le photolangage, juste essayer d'amener l'expression autour de ces affiches. Je ne sais pas encore sous quel format ni comment, mais en tout cas, on essaie de la faire vivre le plus longtemps possible. Juste une dernière. Oui. Parce que j'ai pas entendu au début, c'est le réseau Virage qui est. Non, c'est la maison des adolescents. LDA. Oui. Et moi, je suis sur le réseau Virage et la maison des adolescents. Ouais. Pour nos événements, en fait, les événements que vous voyez là, vous êtes tous inscrits à cette journée Café InfoPro. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je pense qu'on vous le demande sur le site. Et il y a aussi le réseau Virage, comme vous dites. Aussi, c'est un site à part. On a aussi des formations. La prochaine, on organise un cycle de webinaires autour du masculinisme. Alors, donc l'après-midi, il y aura donc une table ronde avec Madame Myriam Kaimit, qui est donc psychiatre à Strasbourg, qui va aborder la question du tabou autour des règles. Il y a Madame Christine Castelin-Meunier, qui est sociologue, qui nous vient de Paris, qui va nous parler de le rôle de l'éducation dans la déconstruction des tabous autour des règles, et aussi Madame Nadia Zmerli, qui va apporter son éclairage sur sa manière de faire, sur la pratique, et également qui l'a amené à écrire un petit guide sur la puberté, accompagnement à la puberté. Merci beaucoup.